Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est souvent abordé en séance d'écoute thérapeutique ou d'hypnose transpersonnelle. J'aimerais vous parler des non-dits. Alors les non-dits, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des émotions, des opinions, des sentiments, des ressentis qu'on choisit de ne pas dire. Des choses qu'on choisit de ne pas exprimer. Quand un non-dit dure trop longtemps ou quand il est en lien avec un événement souvent traumatisant ou non conforme, entre guillemets, aux normes sociétales, un avortement par exemple, eh bien ces non-dits deviennent des secrets de famille qui pèsent souvent très lourd dans une lignée familiale. Les secrets sont des choses que l'on cache. Les non-dits ne sont pas des secrets, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Des désirs refoulés, des blessures qu'on masque, des vérités qu'on dissimule. Souvent, on pense qu'on ne veut pas les dire, mais en réalité, c'est pas qu'on veut pas, c'est que quelque chose nous en empêche. Et c'est la question qu'il faut se poser. Quelle est la raison pour laquelle je ne dis rien ? Mais on verra ça plus tard. Le risque de ces non-dits, c'est qu'il en découle des incompréhensions, des malentendus, des suppositions, pouvant aller jusqu'à détruire une relation. Relation de couple, bien sûr, mais aussi relation parent-enfant, relation au sein d'une fratrie, en amitié, entre collègues, bref, avec tout le monde en fait. Et comme généralement les non-dits s'accumulent, eh bien parfois la relation s'arrête. Et si elle dure, elle est totalement faussée, elle devient superficielle. Chacun s'enferme dans sa solitude et ses fausses croyances, ou parfois l'autre ne se rend même pas compte, il est à 1000 lieues de s'imaginer ce qui se passe. Il n'imagine pas une seconde que ce qu'il dit ou fait engendre chez son conjoint ou chez son enfant un mal-être, et donc il continue, jusqu'au point de non-retour parfois. Et puis, il y a aussi, et ça c'est surtout au sein du couple, ce qu'on n'exprime pas parce qu'on pense que l'autre devrait deviner. Situation que j'ai déjà évoquée dans l'épisode sur les 4 accords Toltec, je crois, car oui, dans les non-dits découle souvent ce fameux accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Alors, des exemples de non-dits, il y en a plein, et chaque jour dans notre vie quotidienne. Dans le couple, par exemple, pour des sujets parfois anodins, mais quand ils s'accumulent, ça peut réellement mettre à mal la solidité du couple. Par exemple, il rentre tard tous les mardis parce qu'il va chez ses copains, je lui dis que ça me dérange pas, en réalité ça m'énerve. Donc je dis rien, je fais semblant, mais le jour où ça va exploser, lui il va pas comprendre puisque j'ai toujours dit que ça me dérangeait pas. Autre exemple encore plus basique, tous les matins, il laisse sa tasse de café sur la table et moi je passe derrière et je la mets au lave-vaisselle. Et au lieu de lui dire que ça m'énerve, je dis rien. Ou encore parfois sur des sujets plus épineux comme la sexualité par exemple. J'aimerais bien explorer d'autres choses, mais j'ose pas lui dire. Et bien sûr, les non-dits sont présents aussi dans la relation parent-enfant. Je me souviens d'une séance en écoute thérapeutique où la consultante, une jeune femme, avait du mal à garder un lien avec son père parce qu'elle était persuadée qu'il ne s'intéressait pas à sa vie, sous prétexte qu'il lui demandait jamais comment elle allait. Et elle voulait en comprendre les raisons. Quand ils se voyaient, ils parlaient de tout et de rien, de la météo, des infos, mais jamais de discussion profonde sur sa vie à elle, et ça la blessait profondément. En réalité, pendant la séance, il est apparu que son père avait été élevé dans une famille pudique où on ne dévoilait rien, ni de ses sentiments, ni de ses difficultés. Et en fait, il est apparu qu'il ne savait pas faire, il ne savait pas poser de questions. Et le fait de comprendre que ça n'avait rien à voir avec elle lui a permis de prendre son courage à deux mains et de lui parler en face à face. Et le papa est tombé des nues, évidemment. Il lui a dit que bien sûr il s'intéressait à elle, mais qu'il n'était pas capable d'entamer ce genre de discussion parce qu'il ne savait pas gérer en fait. Bref, la communication a pu être rétablie et ils sont repartis sur de bonnes bases. Mais si elle n'avait pas fait la démarche de lui parler, je pense que la situation ne se serait pas arrangée, même elle n'aurait fait qu'empirer.
Voilà quelques exemples, mais il y en a tellement d'autres. Vous, par exemple, mettez sur pause un instant et réfléchissez à votre journée ou celle d'hier. Observez-la. À quel moment vous ne dites rien alors que quelque chose vous agace ou vous blesse? Avec qui? Et qu'est-ce qui vous empêche de l'exprimer? Justement, abordons maintenant les raisons qui nous poussent à ne rien dire. Eh bien, là encore, posez-vous la question. La dernière fois que vous avez passé sous silence une émotion, c'était quoi la raison? Pas envie de vous disputer? Pas envie d'entrer en conflit? En réalité, c'est pas le manque d'envie, c'est la peur. La raison pour laquelle on ne dit rien, c'est la peur. La peur qui prend ici des formes différentes selon les personnes, et parfois on en cumule plusieurs. La peur de la réaction de l'autre, peur qu'il se mette en colère, peur de lui faire de la peine, peur qu'il ne comprenne pas et qu'il me rejette, peur de son jugement sur moi ou qu'il se moque de moi, peur du conflit bien sûr, peur de faire des histoires aussi, et peur qu'il ne m'aime plus, tout simplement. Et cette peur, elle peut être parfois tellement paralysante que non seulement elle nous empêche de parler, mais en plus elle change notre regard sur l'autre. Elle va brouiller la vision, la perception que l'on a de l'autre. Elle invente des histoires qu'on finit par croire. Et on y croit tellement que ça nous donne un prétexte valable à ne rien dire. Par exemple, oui, de toute façon, il est borné, ça sert à rien que je lui dise, il voudra rien entendre et on va finir par se disputer. Donc ici, non seulement je ne dis rien, mais je me suis trouvé une excuse en attribuant à l'autre un trait de caractère qu'il n'a peut-être même pas. Et du coup, on se donne l'illusion d'une paix, préférable à une dispute. Sauf que cette paix, elle va pas durer. Parce qu'à force de ne rien dire sur nos émotions ou nos sentiments, on finira par entrer en conflit un jour ou l'autre. Souvent par la colère qui finit par exploser. Ou si on n'y arrive pas, on coupe simplement les liens. Alors ici, je ne parle pas de relations avec des personnes toxiques qui veulent faire du mal. Là, évidemment que couper les liens, c'est la seule chose à faire. Et couper les liens après avoir dit ce qu'on a sur le cœur, si on arrive à le faire, c'est encore mieux. Alors revenons à ces peurs qui nous empêchent de parler. D'où viennent-elles, ces peurs? Je vous le donne en mille et mille. Et oui, vous l'aurez deviné, elles viennent de notre enfance, de la façon dont nous avons été élevés et conditionnés. Pourquoi on a peur? Parce qu'on manque d'assurance, de confiance en soi. On n'ose pas s'affirmer. Et pourquoi on n'ose pas? Parce qu'on nous a appris à nous taire. On nous a appris à ne pas nous opposer aux adultes, à ne pas les contredire. On nous a appris à ne pas exprimer nos émotions. L'adulte a raison, point. Combien d'entre nous ont entendu étant enfant et qu'on n'était pas d'accord « Dis donc, tu me parles pas comme ça, hein ?» Ou encore « Non, mais dis donc, à qui tu crois parler là? Tu te tais et c'est tout. » Ou encore, quand l'adulte remet en question ce que vous dites « Mais qu'est-ce que tu sais, toi, à ton âge? Arrête de dire des bêtises, hein !» Ou même avec des paroles plus douces « Bon, écoute, t'as rien à dire, c'est comme ça et c'est tout. » C'est ça, on n'a rien à dire, rien à répondre. Donc on se tait parce que c'est le parent qui décide. Et comme on est loyal, on veut pas le décevoir ou tout simplement qu'on a peur de la punition ou de la fessée, on se tait. Chaque famille est différente, chaque parent agit et parle à sa façon, mais le résultat c'est qu'on a tellement été conditionné que devenu adulte, on a gardé ce conditionnement, on a gardé ses peurs. Et chaque fois que nous sommes confrontés à une personne qui nous blesse, par ses paroles ou par ses actes, chaque fois que nous avons une opinion différente, nous redevenons le petit enfant qui n'ose pas s'opposer à l'adulte, qui n'ose pas lui dire ce qu'il ressent. Et le piège des non-dits, c'est que l'autre ne le voit pas. Dans une conversation par exemple, si ma mère me dit à chaque fois qu'elle vient manger chez moi que je ne tiens pas d'elle parce que je suis pas très bonne cuisinière, même si c'est dit sur le ton de la plaisanterie, si c'est quelque chose qui me touche ou qui me blesse, je vais marquer une pause d'une fraction de seconde. Ce qu'elle vient me dire, je le garde en mémoire. Mais je vais poursuivre la conversation comme si de rien n'était. Et je vais peut-être même rire avec elle. Donc elle n'a rien vu. Et la prochaine fois, elle me le redira. Peu importe l'intention qui est derrière, que ce soit perfide ou juste pour taquiner, comme je n'ai pas réagi, elle recommencera. Sur ce sujet-là, et puis aussi sur d'autres, puisque je ne dis jamais rien. Je lui laisse le champ libre en fait. Elle peut se permettre, puisque je ne dis rien. Alors, certaines personnes vont exprimer leur désaccord ou leur mécontentement
par le silence. Et les silences sont importants, car paradoxalement, ils ont beaucoup de choses à dire, et les silences s'accompagnent souvent par une posture ou un changement d'expression du visage. En fait, ces personnes se bloquent, elles sont comme figées par la parole qui vient de les blesser. Elles se mettent en retrait, parfois elles croisent les bras, elles ont un mouvement de recul et le silence s'installe. Si je reprends l'exemple de ma mère, je vais me fermer, je vais pas lui répondre, je vais plus lui parler. Et ça, c'est une façon de communiquer. Le silence, ici, indique qu'il se passe quelque chose en moi que je ne peux pas exprimer. Et si ma mère y est sensible, elle va se demander pourquoi. Elle peut me dire « alors tu boudes ?» Ce qui peut m'énerver encore plus et m'amener aux larmes ou à la colère. Ou alors, elle va être dans l'échange bienveillant et me demander si elle a dit quelque chose de mal. Elle va ouvrir la discussion, ce qui va me permettre de lui dire calmement que oui, ce qu'elle me dit me blesse. Donc vous voyez que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les silences ont souvent quelque chose à nous dire et permettent l'ouverture à la communication. Alors que les non-dits, eux, ne laissent rien paraître. Alors c'est sûr que c'est plus confortable de ne rien dire. Ça demande beaucoup moins d'énergie. On laisse couler et puis après tout, tant pis, c'est comme ça. Sauf qu'on se leurre. Parce qu'en réalité, ça nous bouffe de l'intérieur. Même si on n'en a pas forcément conscience, mais ça nous grignote. Et plus on va laisser le temps passer, plus on va laisser les non-dits s'installer, plus la rancœur va elle aussi s'installer, inévitablement. La rancœur, la colère, la frustration, tout ça va empirer et va nous prendre une énergie folle. En fait, on est en conflit intérieur entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on exprime. Et ça peut même amener à une dépression. Alors on va mettre des stratégies en place, on va consulter un thérapeute et on va lui expliquer la situation, on va lui expliquer à quel point l'autre est injuste envers nous, qu'on ne sait pas comment faire pour que cette colère s'apaise, pour que l'autre arrête de nous blesser. Mais vous aurez beau consulter tous les thérapeutes divers et variés de la Terre, la seule et unique chose à mettre en place, c'est rétablir la communication. C'est parler, expliquer ce que vous avez sur le cœur. Et c'est là que la thérapie doit se faire, en vous aidant à comprendre d'où viennent vos peurs, à écouter l'enfant que vous étiez et qui a été blessé et pas entendu, en vous aidant à dépasser vos peurs et à vous exprimer, à reprendre confiance en vous et à vous affirmer, à oser parler. Parce que comment voulez-vous que l'autre prenne conscience de vos souffrances si vous ne lui dites pas ? Comment voulez-vous qu'il se remette en question, qu'il change sa façon de faire si vous ne lui dites pas ? Comment voulez-vous qu'il le sache ? C'est impossible. S'il en a conscience, il sait parfaitement ce qu'il fait et là, on a affaire à une personne toxique dont je parlais tout à l'heure. Et là, la seule chose à faire, comme je disais, c'est de partir et couper les liens. Mais sinon, comment voulez-vous retrouver une relation saine et sincère si vous ne dites rien ? Et je comprends la peur, Vraiment, je la comprends parce que j'ai vécu ça. Je fais partie de cette génération où on ne pouvait pas s'opposer aux adultes, donc je connais cette peur. Et croyez-moi, je m'en suis débarrassée, mais ça m'a pris un temps de fou. Du temps pour comprendre d'où ça venait et du temps pour oser m'affirmer, pour oser dire non, pour oser dire quand je ne suis pas d'accord, pour oser dire quand ça me blesse, pour oser aussi exprimer mes désirs. Et la première fois, c'est vrai que c'est hyper dur. C'est vrai que ça nous demande un effort, mais considérable, c'est comme une montagne à gravir. Mais après, purée, mais quel soulagement, quelle fierté, mais surtout quel bonheur de sentir cette confiance en soi retrouvée. Et si c'est vraiment trop difficile de le faire à l'oral, écrivez, même si vous ne donnez pas la lettre. Mais ça vous permet au moins d'exprimer ce que vous ressentez. Et puis peut-être qu'un jour, la peur s'estompera et vous trouverez le courage en vous de la donner. Ou encore mieux, de l'exprimer de vive voix. En tout cas, je vous invite vraiment à le faire. Repérez les raisons qui vous en empêchent. Repérez l'enfant blessé et encore silencieux aujourd'hui. Repérez vos peurs. Transcendez-les, ce ne sont que des illusions. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes aujourd'hui adulte et vous avez le droit de vous exprimer. Libérez-vous. Osez. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute et vos messages qui me font toujours plaisir. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode et en attendant, osez et prenez bien soin de vous.